Bonsoir amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans une nouvelle édition de 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver avec, comme actualité du jour, eh bien vous le savez, le non à l'indépendance qu'il a largement emporté hier en Nouvelle-Calédonie lors du dernier référendum d'autodétermination prévu par les accords de Nouméa. On a gagné, ça fait 20 ans qu'on attend de sortir de cet accord. Les Calédoniens ont décidé par 3 fois de rester français. Cette victoire, elle est belle, c'est la fin de l'accord de Nouméa. Un non massif à 96%, mais une abstention non moins massive. Les indépendantistes avaient appelé à ne pas voter, arguant que la population kanak est plongée dans le deuil du fait de la pandémie de Covid. Un nouveau dialogue va-t-il pouvoir s'ouvrir entre les loyalistes et les indépendantistes malgré de forts clivages politiques et de grandes disparités sociales et économiques? La Nouvelle-Calédonie est-elle toujours un territoire à décoloniser selon la formule de l'ONU? Nous en débattrons ce soir avant de retrouver Alix Van P et Xavier Mauduit en fin d'émission. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, quels sont vos programmes? Quel est votre programme? Une série de tornades a touché le Midwest aux États-Unis. Le président Biden a dit que c'était parmi les pires de l'histoire. Eh bien, nous repartons en 1925 pour la pire tornade de l'histoire, une F5. Qu'est-ce que ça veut dire? Fascinante et terrifiante histoire des tornades. Et vous, Alix? Eh bien, d'ici quelques années, le gouvernement néo-zélandais ne veut plus de fumeurs dans son pays. Alors, il envisage de peu à peu augmenter l'âge légal pour acheter du tabac jusqu'à interdire la vente. Simple et efficace, a priori. Enfin, on verra. À tout à l'heure, chers amis. Mais pour commencer, nous recevons Emmanuel Casarero, le président du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Président qui se trouve être le premier Kanak, premier Calédonien, premier Océanien, premier ultramarin, selon sa superbe formule oriflamme, à diriger un musée de stature internationale, un musée consacré aux arts premiers du monde entier. Bonsoir Emmanuel Casarero. Bonsoir. Mais êtes-vous cette formule? Oui, vous aviez l'air étonné, mais oui, et c'est splendide. Hein. On est heureux de vous avoir avec nous. Je vous présente Nadia Dam. Bonsoir. Bonsoir Nadia et Claude Askolovitch. Bonsoir. Bonsoir Claude, de la revue de presse matutinale tous les matins, donc sur France Inter. Emmanuel Casarero, demain s'ouvre au musée du Quai Branly une exposition, on va en reparler tout à l'heure, La part de l'ombre. Vous êtes soulagé, malgré la pandémie qui reflambe. L'exposition peut avoir lieu pour tout un chacun qui a un pass sanitaire. Oui, on est très heureux et on est très heureux que le public soit au rendez-vous au musée depuis sa réouverture. Et je dois dire qu'on a fait un mois d'octobre et un mois de novembre qui sont parmi les meilleurs. Donc on voit qu'il y avait une envie folle, une appétence, une envie de revenir au musée. Et puis il y a une belle offre en ce moment au musée avec à la fois l'Asie et ses arts martiaux, mais aussi le sud-ouest du Congo, la part de l'ombre. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, qui êtes-vous? Vous êtes un homme entier et un homme double. Vous êtes un drôle d'homme. Votre portrait réalisé par Gaël Legras. Jacqueline et Hippolyte, Nouméa, le Quai Branly, c'est la règle de 3 d'Emmanuel Casarero. Ses parents, Jacqueline et Hippolyte, se rencontrent à Paris dans les années 50. Jacqueline vit à Neuilly-sur-Seine. Hippolyte vient d'un village à 350 km de Nouméa et prend des cours de couture à Paris. Le couple s'installe en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel naît en 1960. Lorsqu'il a 10 ans, ses parents se séparent. Sa mère rentre à Paris avec les enfants. Mon père a fait le choix très fort de nous dire qu'on avait plus de chance avec notre mère qu'avec lui. C'est déchirant, précise-t-il. Au début des années 80, Emmanuel Casarero obtient un DEA d'histoire de l'art et d'archéologie à Paris 1. En 1985, à seulement 25 ans, il est nommé directeur du musée de Nouméa. Avec l'anthropologue Roger Boulet, il entame l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. 5 ans plus tard, il organise l'exposition de jade et de nacre qui rassemble 200 œuvres kanak. Il y a vraiment une demande sur le territoire pour ce type de manifestation. Je pense que dans l'avenir, nous irons vers des expositions pour faire découvrir des arts de la région, comme les arts de Mélanésie ou de Polynésie. Lorsqu'il avait pris son poste en 1985, la Nouvelle-Calédonie était au bord de la guerre civile. Après le drame d'Ouvéa, la mort de 19 indépendantistes et de 2 militaires, le kanak Jean-Marie Djibaou et le caldoche Jacques Lafleur signent un accord de paix en 1988. En 89, Djibaou est assassiné. Dès 1994, Emmanuel Casarero assume la direction culturelle du projet du centre Jean-Marie Djibaou. À ses yeux, la culture était le cœur autour duquel se construit la société, dit-il. Le centre est inauguré en 1998. Emmanuel Casarero en prend la direction générale en 2006. En mai 2020, il est nommé président du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Sur le mur de son bureau, il a, d'après sa mère Jacqueline, accroché des images de ses ancêtres paternels et maternels. Je pense que c'est un symbole ou vraiment assez fort de sa double culture qu'il a bien menée, puisque le voilà maintenant à la tête d'une énorme responsabilité. Et donc je suis sûre
il va se tirer superbement. De son côté, il déclare « On ne peut pas construire de communauté humaine simplement sur l'économie. L'humanité, c'est d'abord la culture et la langue. » La merveilleuse fierté maternelle et votre regard, voyant votre maman Emmanuelle Casarero, très fière de vous quand vous avez été nommée il y a 1 an et demi, et vous vous en tirez bien. Qu'est-ce que c'est ces deux objets symbolisant à la fois la culture du côté maternel et du côté paternel qui sont sur votre bureau? Un soldat de l'époque napoléonienne, côté maternel, c'est ça, oui. Ça une petite miniature napoléonienne d'un côté, et puis l'autre militaire de la Grande Armée, et l'autre côté, les tirailleurs kanaks de 14-18, puisque mon arrière-grand-père a été un des tirailleurs kanaks envoyés en France pour la guerre 14-18. Et qui est mort pendant la guerre? Non, heureusement pour lui, il est rentré, il a juste été gazé, il est mort quelques années après. Enfin, juste, il a été gazé, il est mort quelques années après. Ce métissage, cette hybridation de culture faisait de vous l'homme désigné pour être à la tête du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, peut-être? Je ne sais pas. Comme intercesseur, passeur entre les cultures? En tout cas, quand on est entre deux cultures, voire 3, voire 4, voire 28, comme en Calédonie. 28 langues 28 langues 28 et 11 peuples. dialectes, plus les autres langues. On a l'habitude d'essayer de prendre en compte en fait un point de vue qui n'est pas forcément un point de vue dominant. On a tendance à écouter aussi et puis à essayer de conjuguer des choses qui apparemment sont inconciliables. Donc c'est vrai que ça peut être un bon entraînement de base pour travailler dans un musée comme celui du Quai Branly où on est sur 4 continents, sur des milliers d'années, des milliers de cultures et d'histoires humaines absolument passionnantes. Et vous demandez aux visiteurs, aux regardeurs, comme disait Marcel Duchamp, qui viennent au musée du Quai Branly, de faire un travail de faire un pas de côté, d'opérer un décentrement du regard. Ça veut dire quoi? Je crois que beaucoup de gens qui viennent dans ce musée ont l'habitude de faire ont le goût de ça, d'essayer de lire des choses qui ne sont pas forcément dans ce qu'ils ont appris, d'essayer de voir des films qui sont un peu avec des points de vue différents. Et l'idée, c'est effectivement, je pense, quand ils viennent, c'est d'essayer d'écouter une voix quelquefois très, très douce et que le bruit ambiant ne laisse pas entendre, et essayer de prendre le temps d'écouter ce que les objets ont à dire ou ce que les gens qui ont fabriqué ces objets peuvent leur dire au travers de l'espace et du temps. Claude? La France vient de restituer au Bénin 26 œuvres sublimes, mais qui avaient été volées par les soldats français lors de la conquête de ce qui s'appelait alors le Dahomey. Est-ce que le métier de patron du musée du Quai Branly, ce n'est pas au fond de se dépouiller d'objets qui ne devraient pas être là? Est-ce qu'il y aura, selon vous, d'autres restitutions? Est-ce qu'il doit y en avoir? Oui, enfin, il n'appartient pas au président du musée du Quai Branly de décider ce qui est restituable ou pas. En tout cas, notre responsabilité, c'est de faire un travail historique sur l'origine de ces collections et de mettre en avant les cas, par exemple, de ces cas emblématiques, de ces prises de guerre qui se sont faites dans des conditions des trésors d'Abomey, inéquitables pour le trésor d'Abomey, mais il y en a d'autres aussi sur lesquels on travaille. Et on le fait à la fois... Est-ce qu'au fond, toute œuvre qui vient de territoires que nous avons colonisés n'est-elle pas en soi illégitime dans un musée parisien? Ah ben non, loin de là quand même. Les relations entre humains sont quand même pas que des relations de domination et des relations de violence. Il y a aussi des formes de séduction aussi qui s'opèrent. Il y a des changements religieux qui font qu'il y a des objets qui appartenaient à l'ancienne religion dont on se défait et que quelques personnes, quelques visiteurs intéressés peuvent acquérir. Enfin, il y a 1001 façons. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de faire la part des choses entre les objets qui ont été acquis de manière violente et de manière illégitime, et puis le reste, qui est quand même l'immense majorité. La part des choses, la part de l'ombre. C'est une exposition consacrée à une région, le sud-ouest du Congo, avec des objets, des masques, des fétiches, des objets de contre-sorcellerie, des parures. Il y a même des chimères végétales extraordinaires, il y en a 4 ou 5, qui ont plus d'1 siècle. Pourquoi la part de l'ombre? Parce qu'on connaissait assez mal la destination, la provenance, les raisons, le contexte dans lequel ont été élaborés ces objets qui ont été rehaussés par les Européens au rang d'icônes de l'art africain, d'ailleurs. Oui, c'est souvent le regard de celui qui vient de l'extérieur, en fait, qui révèle à une autre dimension des objets qui ont des vocations fonctionnelles, comme de protection
d'attraction, comme de répulsion, etc. et pour en faire autre chose. Je crois que la part de l'ombre dans l'idée du commissaire, c'était aussi de révéler dans le Congo, qui est extrêmement connu pour d'autres formes qui écrasent un peu parce qu'elles sont devenues iconiques, d'autres ces formes plus méconnues. Et c'était l'idée de révéler au public une part un peu méconnue de l'histoire artistique du Congo. Vous avez été archéologue, il paraît, oui. à votre jeune âge. Oui, j'ai été archéologue. Vous cherchiez des tessons. C'était ma passion première. Eh ben, on va en parler avec Nadia. Et vous, de l'archéologie, mais de l'archéologie préventive, Emmanuel Casarero. J'en ai fait aussi. Oui, c'est une discipline tout à fait passionnante, qui est assez nouvelle, qui consiste donc à fouiller et à détecter des vestiges susceptibles d'être détruits par des travaux d'aménagement ou de construction. C'est une tâche dont s'acquitte l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologie préventive, qui fête ses 20 ans cette année et qui, à cette occasion, a publié un florilège de ses plus belles découvertes. C'est un livre parfaitement foisonnant qui s'appelle « La fabrique de France ». On apprend quantité de choses, c'est très très bien raconté. On apprend par exemple comment une communauté musulmane vivait en Provence au Moyen-Âge, ou encore que la Corse a un passé étrusque. C'est vraiment, vraiment passionnant. Je m'adresse aux passionnés d'archéologie, à l'heure où aujourd'hui on parle beaucoup d'identité nationale, de racines, de ce qu'est ou de ce que devrait être la France. Est-ce que l'archéologie, ça nous permet effectivement de savoir, de découvrir, d'envisager les territoires comme des territoires de passage, de migration ? C'est certain, et l'extraordinaire développement de l'INRAP et les travaux qui ont été réalisés depuis il y a déjà très longtemps que j'ai fait mes études d'archéologie, ont montré toute la richesse et la variété, et que derrière des idées relativement synthétiques et simples se cachaient des réalités humaines beaucoup plus complexes que nous révèle et riches que nous révèle progressivement l'archéologie. Emmanuel Casarero, vous êtes un homme de dialogue. Vous avez travaillé autour de la mémoire de Jean-Marie Tjibaou, mais vous avez aussi rendu hommage à Jacques Lafleur, qui dirigeait le mouvement des Caldoches. Est-ce que la culture a été présente dans les débats qui ont entouré ce référendum sur l'autodétermination? On a le sentiment que pas du tout, que ce sont exclusivement les questions identitaires, d'une certaine façon, ou sociales et économiques qui ont dominé. Oui, malheureusement, j'ai l'impression que la culture était un peu loin, alors qu'elle est le lien, tous ces... Mais le savent-ils encore? Quel est le lien? Je suis persuadé, mais il est des périodes où ce qui est fragile, ce qui est sacré, ce qui est secret, ce qui constitue le cœur même d'une identité sont mis en retrait, et on oppose plutôt une sorte d'armure bien ficelée, bien organisée pour faire face aux contingences du moment. Mais je reste persuadé que la culture, le travail de la culture, le projet de centre culturel Tjibaou, par exemple, reste tout à fait fondamental. Et je pense que c'était en cela, c'était une idée qu'avait lancée Jean-Marie Tjibaou, puisque c'est lui-même qui a mis la culture au centre de ces débats politiques, mais il y a déjà longtemps. Il y a déjà longtemps. Merci Emmanuel Casarero. Alors, La part de l'ombre, superbe catalogue, et puis il y a plein de suppléments, connaissance des arts. Voici le catalogue. L'exposition s'ouvre demain au musée du Quai Branly Jacques Chirac, jusqu'à février, non? Jusqu'à février. Oui, et puis il y en a plein d'autres. Voilà. Et on a éventuellement, quand on y va, la possibilité d'entendre votre rire sonore et inimitable. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On continue à parler de la Nouvelle-Calédonie, puisque nous tenons un débat sur le résultat du référendum. 96% des votants ont dit non hier à l'indépendance. Le résultat de ce scrutin supposé sceller le maintien du caillou dans la République est-il légitime, représentatif en tout cas, et le dialogue peut-il s'apaiser entre Kanaks et puis loyalistes? Quel avenir pour l'île dont un habitant sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté? On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez. Calme plat hier dans les bureaux de vote en Nouvelle-Calédonie. Plus d'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Les indépendantistes avaient appelé à boycotter le 3e et dernier référendum prévu sur l'indépendance de l'île. Sans surprise, les loyalistes l'ont emporté massivement avec 96,49% des voix contre l'indépendance. Les Calédoniens ont décidé par 3 fois de rester français. Cette victoire, elle est belle. C'est le début de quelque chose de nouveau dans la République française. Dans la foulée, depuis l'Élysée, Emmanuel Macron a pris la parole. Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. La France a pris possession de l'archipel en 1853. Située proche de l'Asie, la Nouvelle-Calédonie offre un point d'appui stratégique à l'armée française dans l'océan Pacifique.
Mais la relation entre la métropole et ce territoire du bout du monde est depuis toujours tourmentée. Caldoche et Canaques s'affrontent. Point d'orgue des violences, 1988, des militants du FLNKS retiennent des gendarmes dans une grotte sur l'île d'Ouvéa. Paris répond par la force. Les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les preneurs d'otages. Le bilan est très lourd. 17 morts, 15 militants indépendantistes et 2 militaires. Un processus de réconciliation va alors s'engager. En 1998, les accords de Nouméa entament une décolonisation par étapes et prévoient 3 référendums d'autodétermination, dont celui qui s'est tenu hier. Une période de transition de 18 mois est censée s'ouvrir désormais pour élaborer un nouveau statut pour l'île. Alors l'avenir s'annonce-t-il vraiment plus serein ? Les indépendantistes, qui ne reconnaissent pas la victoire du non au référendum, vont-ils se résigner à dialoguer ? Comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle surmonter ces fractures ? 3 invités pour en parler. Sarah Mohamed-Gaillard, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence à l'INALCO, spécialiste de l'histoire du Pacifique. Vous avez coécrit l'Atlas de l'Océanie aux éditions Autrement. Et selon vous, la Nouvelle-Calédonie entre désormais dans une phase de transition, mais qui aurait existé quel que soit le résultat du référendum. Tout est à réinventer, carrément. Il va falloir faire preuve d'imagination politique. C'est ainsi que vous concluez. Et puis évidemment, on va en reparler d'imagination politique. À côté de vous, François Ehira Carré, bonsoir. Vous êtes indépendantiste. Vous êtes membre du mouvement des jeunes Kanaks en France. Selon vous, le très faible taux de participation au référendum est une victoire pour les indépendantistes. L'accès à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie reste à l'ordre du jour. Et à côté de vous, Yves Gégaud, bonsoir, ancien secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer. C'était quand ? Rappelez-nous. C'était 2008-2009. Pour les plus jeunes. D'après vous, Yves Gégaud, la question de l'indépendance vient d'être purgée démocratiquement. L'opinion a tranché 3 fois dans le même sens. Il faut désormais écrire une nouvelle page. On démarre donc avec ce chiffre qui se réfère aux résultats, aux chiffres du scrutin, 96,49 ? Oui, notre chiffre du jour, 96,49% de non à l'indépendance dans le référendum néo-calédonien. Question pour vous, Yves Gégaud. Vous souhaitiez le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, vous réjouissez, mais que valent vos réjouissances ou celles du président Macron quand l'abstention que préconisaient les indépendantistes a atteint le score de 56%? Mais je crois que si on regarde que le score d'hier, on n'a rien compris. Le processus, c'était 3 interrogations. C'est 3 référendums. Il faut regarder le résultat des 3 référendums qui, pour l'un, donnaient 56%, pour l'autre 53%, et pour le dernier, effectivement, face à l'appel à la non-participation à l'abstention, ce chiffre qui n'a pas de valeur en lui-même. C'est au fond, la valeur, c'est ce processus de longues années, et c'est qu'est-ce qu'ont dit 3 fois de suite les Calédoniens. Et ils ont dit 3 fois de suite à peu près la même chose. Ils ont dit qu'ils voulaient rester au sein de la République française. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle étape. Moi, c'est ni triomphal, ni quoi que ce soit. Le résultat d'hier, il est très partiel, il n'explique pas tout, mais le résultat des 3 référendums doit être pris en compte. Sinon, ça aurait servi à quoi qu'on en fasse 3 si on n'en lisait qu'un sur ce sujet? Il faut bien regarder l'ensemble de ce processus, qui est d'ailleurs très original. Les Anglais, on ne leur a pas fait voter 3 fois pour savoir si ils voulaient quitter l'Europe. François Ehira Carré. Je crois qu'aussi, pour reprendre le terme de M. Gégaud, je crois qu'on n'a aussi rien compris parce que ce scénario qui s'est présenté dans le cadre de ce 3e référendum, avec la position politique effectivement du FLNKS d'appeler à la non-participation, rappelle étrangement à ce fameux référendum du 13 septembre 1987 où le statut pense, où l'État a voulu nous imposer effectivement dans des conditions assez particulières, voire de déni de l'existence du peuple kanak. Et là, on se retrouve dans ce même scénario. Pour la date de décembre. Donc les résultats pour nous, elles ne comptent pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas effectivement à en tirer effectivement des leçons, voire des perspectives, puisque... Non, pardon, vous souhaitez qu'on vote à nouveau? Vous souhaitez qu'il y ait à nouveau un référendum et que celui d'hier soit annulé? On souhaite pour l'instant rien de particulier pendant cette période jusqu'aux échéances des élections présidentielles. Et donc, pour faire écho effectivement au discours dernièrement du président de la République, je trouve que dans son discours, il n'a pas relevé
ne serait-ce que la moindre allusion, ne serait à la position des indépendantistes, mais à l'existence même. C'est-à-dire c'est le même déni, le même scénario. L'existence du peuple kanak. L'existence du peuple auquel le président ne s'est pas adressé hier directement. Auquel ne s'est pas adressé directement, auquel il a marqué effectivement une certaine indifférence contre les indépendantistes en demandant le report juste de cette date dans les conditions sanitaires auxquelles on s'est retrouvé, et surtout le traumatisme et le non-respect effectivement des rituels funéraires kanak. Vous demandiez un report de combien de temps? Plusieurs mois? On demande un report quand les conditions sanitaires et quand les conditions correctes d'une consultation sérieuse soient réalisées. Sarah Mohamed-Gaillard, est-ce qu'on est dans une situation totalement absurde? Hier, on a vu les villages kanak qui ne votaient pas, les quartiers kanak qui ne votaient pas. Où en est la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est entrée dans un nouveau processus, comme on l'entend, ou est-ce qu'elle est dans une impasse? Je ne sais pas si c'est absurde, mais en tout cas, c'est quand même une occasion manquée, parce que ce référendum, il ne peut pas avoir de valeur politique. Je vous dirais exactement la même chose, finalement, si les indépendantistes avaient appelé à une mobilisation massive, parce que très certainement qu'on aurait eu un résultat très serré. Quel que soit le résultat, en cas de forte mobilisation, comme ça a été pour le premier et le deuxième référendum, ça aurait été un clivage entre deux parties de la population. Or, pour construire une nation, pour construire un destin commun... Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux résultats et aux chiffres. La problématique, c'est après. Comment se parler, se réconcilier et construire, co-construire? Voilà, la difficulté, c'est un référendum binaire, c'est oui ou non. Qu'est-ce qu'il aurait fallu poser comme question? Peut-être un référendum sur un projet qui soit présenté, travaillé avec la société calédonienne. Là, évidemment, ce référendum, voilà, il a une valeur légale, mais politiquement, qu'est-ce qu'on va en faire? Ces trois référendums qui ont vraiment fait ressurgir des tensions en Nouvelle-Calédonie. On voit bien que c'est un clivage communautaire derrière un clivage politique, électoral. Donc la question, c'est comment on fait, comment les Calédoniens... Les caldoches, les loyalistes, les loyalistes, un peu plus de la moitié de l'électorat sont contre l'indépendance. Les Kanaks, les indépendantistes, un peu moins de la moitié de l'électorat sont pour l'indépendance. Oui, il y a à peu près et on n'a pas bougé depuis le début. Il y a à peu près 40% de la population qui est Kanak. Tous les Kanaks ne sont pas indépendantistes, mais le vote indépendantiste est majoritairement Kanak. Il y a aussi d'autres communautés océaniennes qui peuvent voter indépendantiste. Mais ce qui est certain, c'est que vu la démographie, on ne peut pas faire sans un peuple premier. Et ça aussi, c'est un enjeu extrêmement important. C'est pas un vote, c'est pas un référendum tout à fait comme un autre. Il y a la question d'un peuple premier à l'autodétermination. La question qui se pose toujours, c'est qu'on lit avec nos yeux d'aujourd'hui des décisions qui viennent d'il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, tout le monde était d'accord pour aller vers ces référendums et vers ce dispositif pour sortir de ce qui était déjà une crise terrible. Les images l'ont rappelé. Donc moi, je pense qu'on a toujours tort d'essayer de vouloir plaquer les raisonnements d'une génération sur ce qu'a essayé de faire la génération d'avant. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans dans ce cas? Mais tout a changé. Le monde a changé. Les enjeux ont changé. Il y a toute une génération de jeunes vous en avez un à côté de Nouvelle-Calédonie qui n'étaient pas nés à ce moment-là et qui n'a pas connu autre chose. Il y a des perspectives qui étaient celles des aînés qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Laissez parler ce jeune qui n'était pas né il y a 30 ans, parce que vous avez 30... Quel âge avez-vous? Non, je suis un peu plus... Ah, vous avez... je ne dirai pas. Non, mais... Je voudrais juste rebondir sur le propos de M. Gégaud, parce que c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'effectivement, la situation et le contexte politique actuel n'a strictement rien à voir il y a 30 ans de ça, donc on est d'accord sur ce point-là. La seule différence, c'est que l'appréciation que le gouvernement actuel et le président de la République est basée sur des critères, voire sur un scénario de déni. C'est-à-dire qu'on se retrouve, nous, avec une appréciation de la situation sur la base de ce qui s'est passé en 87 et qui a été effectivement le fruit de l'accord de Matignon-Oudinot et de l'accord de Nouméa. La question, c'est de savoir comment... Il y a plein de références qui sont votre histoire, qui sont éloignées des préoccupations, on va dire, du peuple français métropolitain. Juste pour éclaircir, Sarah Mohamed-Gaillard, théoriquement, institutionnellement, c'est ce que disait le président de la République hier, on entre maintenant dans une nouvelle période de discussion, de négociation, pour trouver un statut, sinon définitif, du moins durable à la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les forces en présence sont prêtes à discuter, selon vous, et discuter avec l'État?
De toute façon, cette période de transition, elle est obligatoire, quel que soit le résultat. La grande difficulté, c'est qu'elle dure 18 mois et les indépendantistes, c'est court 18 mois pour régler l'avenir d'un pays. Et les indépendantistes ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas négocier avant l'élection présidentielle. Ça aussi, hein, la chronologie a une importance. Le fait qu'un référendum... Oui, parce que finalement, c'est peut-être engager des tractations qui peuvent complètement échouer, ou en tout cas, s'il y a une autre majorité, être remises en cause. Mais ce qui est quand même certain, c'est que 18 mois, c'est bref. Ça va sans doute être beaucoup moins que 18 mois, puisqu'il faut attendre l'élection présidentielle. Et c'est ce que je disais, c'est cette chronologie entre le référendum et la campagne présidentielle qui a débuté. Ce n'est pas favorable non plus à un dialogue serein, à une campagne sereine. Donc maintenant, il faut renouer le dialogue. Sauf que cette période référendaire a quand même mis pas mal d'accros dans un dialogue déjà difficile. Est-ce qu'on pourrait parler du degré d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie? On s'interroge ici, pardonnez-moi, hein, mais vu de métropole, il est souvent question d'autonomie. Par rapport à la Guadeloupe, par exemple, quel est le degré d'autonomie spécifique? Je ne ferai pas une étude comparative par rapport à la Guadeloupe, parce que je ne connais pas du tout la situation en Guadeloupe, voire les Antilles ou ceux des départements de l'océan Indien. Ce qui est important de souligner, c'est que l'accord de Matignon et Oudinot et l'accord de Nouméa ont confirmé effectivement une large autonomie, à la fois une large autonomie institutionnelle et politique. Donc avec une reconfiguration administrative avec 3 provinces, 2 provinces qui sont gérées par les indépendantistes, un Parlement, l'équivalent d'un Parlement qui est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui a une force législative, et un exécutif qui est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc à ce niveau-là, on a des compétences particulières pour les 3 provinces et pour le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que pendant ces 30 ans, on a une expérience très très large, effectivement, d'une autonomie. La Nouvelle-Calédonie est un statut sui generis. Oui, c'est pas toujours lisible depuis la métropole. Ça n'a rien à voir avec la Guadeloupe. On est vraiment sur un territoire de très large autonomie. On pourrait le comparer à la Polynésie française, qui a aussi bénéficié d'une large autonomie, même si elle est différente. Il y a d'ailleurs des problèmes sous-jacents. Il y a aujourd'hui un manque de 500 millions dans les caisses du gouvernement, avec des difficultés de gestion, avec un appel à l'État pour combler un certain nombre de déficits qui ont... Les difficultés de gestion sont effectivement sont un héritage du gouvernement précédent. Je ne viens pas juger d'où elles viennent. Je veux dire qu'il y a derrière cette autonomie aussi ces débats, et que je rejoins ce qui a été dit sur le délai. Je pense que 18 mois, c'est un peu court pour réussir à faire quelque chose. Moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable d'attendre l'élection présidentielle, parce qu'effectivement, on peut se dire que les aléas de la vie politique nationale peuvent avoir des conséquences sur ce qui se discuterait, et qu'au fond, le défi, c'est de trouver un nouveau modèle qui reste à inventer, mais l'autonomie est déjà extrêmement large, Alors, on va précisément s'intéresser avec le rayon X de Thibault-Nolte à Louis Mapou, qui préside depuis le mois de juillet de cette année le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Louis Mapou, j'ai vos radios sous les yeux, c'est encore raté. Vous êtes président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie depuis 5 mois, kanak et indépendantiste, le premier à ce poste. Vous arrivez à la fin du processus de décolonisation régi par les accords de Nouméa, soit au climax de 30 ans d'une histoire politique bouillante. Il est illusoire de continuer à cultiver en Nouvelle-Calédonie l'idée que la question de l'indépendance pourrait disparaître. Et pourtant, vos illusions sont bien loin. Vous venez de perdre le 3e et dernier référendum sur l'indépendance, comme les 2 précédents, dans un contexte de situation sanitaire critique, de déficit du budget et des comptes sociaux. Fin novembre, vous avez fait part de certains doutes sur la résilience de votre économie face au virus, et vous avez même dû demander à cet État dont vous souhaitez vous défaire de cracher au bassinet. L'État est intervenu dans tous les territoires outre-mer. C'est dans ce cadre-là qu'on a sollicité. Ni plus ni moins. Vous avez aussi sur les bras l'épais dossier des disparités affligeant les jeunes Kanaks frappés au plexus par l'échec scolaire, la violence, l'alcoolisme, la fumette ou le suicide. Eh bien, pensez à ce que signifie être élu à Saint-Cloud, par exemple. Gérer des problèmes de cantine bio, moi, je ne pourrais pas. Vous avez milité pour l'indépendance depuis le lycée dans un mouvement marxiste avant de partir faire vos études de géographie à Nantes et à Paris.
Plus tard, au Bercail, vous vous occupez d'aménagement foncier et ensuite de minerais. Administrateur, président du conseil de direction ou directeur général de Géant du Nickel, cet or vert dont votre île possède 25% du stock mondial et exporté massivement en Chine, laquelle goûterait avec délice le succès de l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose, c'est que les Chinois sont des combattants de la liberté. Voilà. Mon cher Louis, c'est une théorie à creuser. Merci Thibault Nolte. Claude. Sarah Mohamed Gaillard, il y a les questions politiques, il y a les questions culturelles. Vous parlez de l'existence de deux peuples en Nouvelle-Calédonie. Il y a en plus des problèmes sociaux absolument dramatiques. Le peuple kanak, la jeunesse du peuple kanak est dans un état de déshérence sociale. Comment peut-on avancer politiquement quand sur tous les problèmes politiques se greffe en plus une telle injustice? Je crois d'abord qu'il faut quand même rappeler que c'est un problème de décolonisation. Il ne faut pas oublier l'histoire longue de la Nouvelle-Calédonie, une colonisation qui est par essence violente, laisse des traces, laisse des traumatismes, il y a des legs qu'il faut pouvoir dépasser. Et dans ces legs, il y a notamment des inégalités sociales qui sont beaucoup plus criantes qu'en métropole. Donc derrière des réussites kanak, il y a aussi une jeunesse et plus pas qu'une jeunesse, mais plus largement des familles kanak qui vivent dans des conditions qu'on n'imagine pas depuis la métropole. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de connexion Internet. Donc il y a des clivages au sein même d'un territoire qui est assez étroit avec une démographie limitée. Un territoire grand comme le Limousin, voilà. Redisons, c'était comme grand comme le moins département 300 000 du Limousin. personnes, et il y a des clivages extrêmement importants, et donc il y a eu beaucoup d'efforts faits depuis 30 ans, il y a eu beaucoup d'avancées, mais les clivages restent importants, il faut réussir à les dépasser. François Héracarré, est-ce que, je crois que c'est l'ONU qui le dit, est-ce que vous considérez que la Nouvelle-Calédonie est encore un territoire à décoloniser en dépit des accords, en dépit de l'autonomie, en dépit d'un gouvernement autonome? Ah oui, je vous réponds que c'est encore un pays, effectivement, qui est encore inscrit dans la liste des pays à décoloniser. Et vous ressentez, vous, comme colonisé, encore aujourd'hui? Bien évidemment, il y a un état de fait. Il y a un état de fait, effectivement, d'une histoire coloniale qui a été reconnue, effectivement, grâce à l'accord de Nouméa, dans le préambule. Il y a une histoire, effectivement, coloniale. Il y a aussi toute une longue histoire de dépendance économique, de dépendance vis-à-vis de la France. Et donc, ce sont des interrogations et des questions qui doivent être posées à l'ensemble des protagonistes. C'est-à-dire que cette question de dépendance, on parle effectivement de transfert d'argent, on parle de la question du nickel, etc. Ce sont des questions qui sont réellement prises en sérieux par les indépendantistes et donc par tout le monde, à la seule différence que les loyalistes, eux, ne se posent pas la question. C'est-à-dire que la question de la dépendance au niveau de la fiscalité, etc., ça ne le pose aucune... Enfin, en tout cas, ça ne leur pose aucun problème, effectivement, de continuer à bénéficier des transferts, effectivement, de la France sur certains fonctionnements. Alors qu'il est impératif, depuis les 30 années d'accord de Matignon et d'accord de Nouméa, qu'on puisse enfin se poser la question de comment peut-on, avec les ressources, avec la zone économique exclusive et la production du nickel, mais même le secteur tertiaire qui doit être développé, donc pour justement contrebalancer ces transferts. Gardons du temps pour parler de la stratégie d'influence chinoise sur la Nouvelle-Calédonie. Et de nickel, justement. Oui, à propos du nickel que vous citiez. Que ce soit sous forme de minerai brut ou de métal, c'est un trésor local qui attise les convoitises et les tensions. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie détient un quart des réserves mondiales. Or, pour la fabrication de ces batteries, qui servent notamment à nos voitures électriques, la Chine consomme à elle seule la moitié du nickel de la planète et 2/3 de la production calédonienne. Elle a donc besoin de sécuriser cet approvisionnement. Ce qui aiguise également l'appétit chinois réside dans la position géographique qu'on peut qualifier d'idéale de la Nouvelle-Calédonie. C'est la pièce maîtresse qui permettrait, comme on le voit sur la carte, à la Chine d'élargir son contrôle sur ce qu'on appelle l'arc mélanésien. Elle a d'ailleurs déjà largement investi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les îles Salomon, au Vanuatu, encore au Fidji. Et pour mieux s'implanter dans la région, la Chine est soupçonnée de manœuvrer en faveur du séparatisme en soutenant les indépendantistes. C'est ce que révélait un rapport qui a été beaucoup commenté, y compris ici, un rapport de l'Institut français de recherche stratégique de l'école militaire Gégo. Est-ce qu'on peut considérer que la Chine attend plus ou moins patiemment son tour et qu'elle est en embuscade, comme elle l'a été notamment sur le continent africain? Il ne faut pas être naïf, c'est exact. C'est que si, imaginons que les 3 référendums aient donné un résultat négatif et que nous allions vers l'indépendance,
la Chine mettra les mains économiquement et colonisera économiquement la Calédonie. Mais comme elle le fait en Afrique. Mais il n'y a pas un pays d'Afrique où il n'y a pas une forme de colonie économique des Chinois, au plus grand d'ailleurs rejet des populations qui finissent par ne plus en pouvoir. Et c'est une évidence absolue. C'est d'ailleurs un des problèmes géopolitiques de cet endroit. Et c'est une des raisons sans doute qui a fait que le vote a été dans le sens où il a été, parce que beaucoup d'électeurs comprennent bien et sentent bien qu'au fond, la France, avec tous ses défauts, je veux bien entendre ce qu'il dit, à 18 000 km. avec toute son histoire, avec tout à 18 000 km, reste quand même un protecteur beaucoup plus puissant que ne serait demain la Chine, qui ne prendra ni gants, ni action démocratique pour venir aller chercher la richesse là où elle est, parce qu'elle en a un besoin vital. Donc c'est aussi cette barrière-là qui est le sous-jacent, si j'ose dire, de notre analyse. Une dernière question d'une seconde. François Eric Carré, ça vaudrait le coup, le combat de toute une vie pour finir colonisé par la Chine? Vous l'envisagez? Vous avez 20 secondes pour répondre. 20 secondes. Oui. Alors, juste pour répondre, je crois qu'il faut éviter les fantasmes et puis tout ce qui est peur concernant les Chinois. D'abord, nous, la Nouvelle-Calédonie, c'est 16 000 km². Le continent africain, c'est très, très vaste. C'est presque, je ne veux pas dire d'erreur, mais c'est presque 90% des ressources importantes. Et la Chine est plus intéressée, effectivement, par le continent africain que le Pacifique. Pas par les deux Non, pas par les deux. Pas par les deux, puisque quand on voit effectivement le taux d'investissement des Chinois dans le Pacifique par rapport au taux d'investissement de la France, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est extrêmement Regardez l'équipement maritime, militaire des Chinois, vous aurez compris qu'ils s'intéressent beaucoup plus au Pacifique. Mot de la fin. La Nouvelle-Calédonie n'est pas en guerre contre la Chine. Pour conclure, la Chine est très opportuniste et qu'il revient à la France aussi d'avoir un autre discours. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin pour ce débat. Merci à tous les trois d'avoir participé. Dans un instant avec Xavier Mauduit et Alix Van Pé. Succession de tornades meurtrières aux États-Unis, dans les États du Sud et du Centre, et en Nouvelle-Zélande, un plan gouvernemental pour bannir à jamais la vente de tabac. Mais d'abord des intox ce soir, l'OMS et la vaccination contre le Covid des enfants. C'est un sujet qui divise encore. Faut-il vacciner les enfants? Les partisans de l'injection pour tous arguent qu'il faudra en passer par là pour éradiquer le virus. Les opposants mettent en avant une balance bénéfice-risque insuffisante pour les tout-petits, sachant qu'ils sont moins l'objet de formes graves. Dans ce débat, l'Organisation mondiale de la santé aurait pris clairement parti contre la vaccination. C'est du moins ce qu'ont relayé de nombreux commentateurs, dont le médiatique médecin urgentiste Gérald Kierzek, qui ont partagé un article du Point du 7 décembre, affirmant dans son titre « L'OMS exhorte l'Europe à protéger les enfants et éviter leur vaccination ». Pourtant, l'OMS n'a jamais tenu de tels propos. L'article, qui est une reprise d'une dépêche de l'AFP, était basé sur les propos tenus par le directeur régional de l'OMS en Europe. Le docteur Hans Kluge appelait à ce que les pays garantissent des conditions d'apprentissage sûres pour les jeunes enfants face à la Covid-19, en misant sur l'usage du masque, la ventilation et des tests réguliers, ainsi que sur la vaccination des enfants qui limitent non seulement leur rôle dans la transmission de la Covid-19, mais les protègent également des complications pédiatriques. Dans cette même déclaration, les responsables de l'OMS appelaient en revanche les États à ne pas rendre la vaccination obligatoire pour la population générale. Le Point s'est visiblement emmêlé les pinceaux, publiant ce titre trompeur dont des captures continuent de circuler sur les réseaux, même si le magazine a depuis corrigé son erreur. Ces petits angelots qui s'envolent partout, c'est trop mignon. Merci des intox. Bonsoir Alix. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir vieil angelot. Mauduit, Xavier Mauduit. Bon, il n'y a pas de quoi rire. Aux États-Unis, une tornade a frappé plusieurs États du Midwest, causant à cette heure-ci, près de 80 morts. Le président Biden a évoqué l'une des pires séries de tornades de l'histoire du pays, mais ça n'est quand même pas aussi terrible que ce qui s'est produit en 1925. C'est pas la pire, la tornade de 1925 est l'une des pires de l'histoire des États-Unis, peut-être de l'histoire tout court. Le 18 mars de cette année-là, une tornade frappe 3 États du Midwest, Missouri, Indiana, Illinois. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est restée dans l'histoire. C'est la tornade des 3 États. Elle a causé la mort de près de 700 personnes, des milliers de blessés, des dizaines de milliers de sinistrés, et puis des dégâts qui sont à peine considérables. Vous savez, il y a quelque chose de presque intemporel dans la description de ces catastrophes naturelles. Aujourd'hui, en 1925, c'est toujours pareil. Ce sont des dégâts, un champ de ruines juste après. Mais cette tornade de 1925 a quelque chose de très particulier, c'est son ampleur. Elle a parcouru
plus de 350 km. Vous imaginez 350 km, c'est un record. Et alors, bien sûr, en plus des vents violents, vous avez des grêlons gros comme le poing. Les gens sont bloqués sous les décombres. Certaines personnes sont brûlées vives parce que des incendies s'ajoutent à l'horreur. Non, vraiment, cette tornade de 1925 est l'une des pires de l'histoire, même s'il n'a pas été possible de mesurer son intensité. On ne pouvait pas les classer? Mais non, on ne les classait pas encore. Non, ça date d'assez récemment. C'est 1971 qu'a été mis en place un classement. On le doit à Fujita, alors pas le peintre, on le doit à Tetsuya Theodore Fujita. C'est un scientifique japonais qui s'est installé aux États-Unis, qui a classé les tornades en fait selon l'intensité des dégâts. Vous voyez, F1, il y a déjà des dégâts, ça souffle beaucoup, c'est la tornade modeste, et puis ça va jusqu'à F5. Après, il va encore plus loin, mais après, ce sont des modèles théoriques jusqu'à la destruction totale. En tout cas, il est certain que la tornade de 1925 serait une tornade F5, selon Fujita, un homme au destin atmosphérique, vraiment. Pourquoi ? Eh bien, il est jeune scientifique au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est installé pas loin de la ville de Kokura. Cette ville, c'est la cible d'un bombardier B-29 qui se dirige vers Kokura le 9 août 1945, mais il est gêné à cause de conditions atmosphériques, il est gêné à cause de fumée d'une ville voisine qui vient tout juste d'être bombardée. Alors, au dernier moment, il décide de changer de cible. Il va vers Nagasaki, c'est là où il largue sa bombe atomique. Vous voyez, donc à peu de choses près, eh bien, ça y est, Fujita est sauf, et les autorités japonaises lui demandent d'étudier ce qui s'est passé. Parce que contrairement à ce qu'on croit, vous savez, la bombe atomique, elle n'explose pas au sol, elle explose en altitude, à plusieurs centaines de mètres en altitude. Et dès lors, eh bien, il s'intéresse à ces destructions atmosphériques, enfin en tout cas à ces effets destructeurs qui viennent du ciel, mais cette fois non plus liés aux hommes, liés aux phénomènes naturels, les gros orages et les tornades. Et les tornades. Merci Xavier. Cher Alix, le gouvernement néo-zélandais ne veut plus de fumeurs en Nouvelle-Zélande et s'apprête à prendre un plan pour que, d'ici 2028, tout soit éradiqué au niveau de la vente de tabac ? Oui, à partir de 2027. En fait, tout vient d'une promesse. Il y a 10 ans, le gouvernement néo-zélandais avait promis qu'en 2025, il y aurait moins de 5% de fumeurs dans sa population. Projet très ambitieux puisqu'aujourd'hui, il y a 10% de tabac, pas de... De tabac, oui. Il ne parle pas du reste, on ne va pas pour l'instant, on verra. Mais oui, aujourd'hui, 10% de la population fume, mais le taux de tabagisme est beaucoup plus élevé chez les populations maoris et aussi dans les milieux les plus pauvres. Alors, le ministère de la Santé a décidé d'employer les grands moyens. À partir de 2027, il veut chaque année augmenter l'âge légal pour avoir le droit d'acheter des cigarettes. Ça veut dire qu'en 2027, il faudrait avoir 19 ans pour acheter des cigarettes. En 2020, il faudrait avoir 20 ans pour acheter des cigarettes. En 2028, pardon, il faudrait 20 ans. 2068, il faudrait avoir au moins 60 ans pour acheter des cigarettes. Si vous avez 59 ans, c'est très dommage, vous ne pourrez pas en acheter. Donc, la cigarette deviendra peu à peu un produit réservé aux seniors. Donc, si la loi est votée, les jeunes qui sont nés après 2008 n'auront jamais le droit d'acheter des cigarettes en Nouvelle-Zélande. Et rien ne changera pour les schnocks. Alors, pour les personnes plus âgées... Oui, les personnes âgées. Oh. Très compliqué. Il faudra beaucoup de motivation pour fumer sa cigarette, puisque le gouvernement souhaite limiter le nombre de points de vente et ils veulent aussi modifier la composition des cigarettes. Il y aurait moins de nicotine dans chaque cigarette. Donc, moins de chances de devenir dépendant. Donc, le pays, la Nouvelle-Zélande, risque de devenir, enfin, pourrait devenir dans les années à venir, l'un des pays les plus stricts en la matière, juste derrière le Bhoutan, qui est le seul pays, pour l'instant, dans le monde, à avoir prohibé, depuis le début des années 2000, la vente de cigarettes. Et la population, à majorité bouddhiste, ne s'était pas vraiment émue de ce changement, puisqu'ils voient la cigarette comme un produit stupéfiant. Donc, côté Nouvelle-Zélande, cette mesure, peut-être, fera un petit peu plus hurler certaines personnes, mais le gouvernement est convaincu de sa nécessité et il espère même être suivi par d'autres pays. La France, peut-être. Pourquoi pas. Depuis la loi E20, il y a eu quand même quelques mesures. Interdiction de fumer dans les bars et les restaurants. Ensuite, l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. Mais à chaque fois, chaque nouvelle mesure fait l'effet d'une petite bombe. Souvenez-vous, il y a 4 ans, Agnès Buzyn avait pointé du doigt les films dans lesquels, selon elle, les personnages fument décidément. Dans les films français, ils fument beaucoup trop. Et son intervention avait fait hurler l'industrie du cinéma à tel point qu'un réalisateur lui avait répondu « Si le gouvernement ne veut plus voir de cigarettes à l'écran, il peut peut-être rendre illégale la vente de cigarettes. » Et peut-être que ce réalisateur a été entendu par la Nouvelle-Zélande et pas par la France. On ne sait pas. Merci mes amis. Qu'est-ce que ça vous espante, toi ? Merde, t'as pas une clope ? Alors, écoutez...
Sur l'antenne d'Arte, dans un instant, une soirée cinéma avec Olivia de Havilland et Monty Clift dans un film intitulé L'héritière, drame psychologique, élégant et oh, combien cruel. L'on se quitte avec un clin d'œil à... Voilà, Jacques Higelin, la cigarette, vous vous rappelez? Eh oui, à demain 20h05, tchuss. Et je suis amoureux d'une cigarette. Elle a